Cette semaine, aux Jeunes Explorateurs, la sucrerie de la montagne et le drapeau de la fierté dans Vaudreuil-Soulanges. Aujourd'hui, notre premier reportage est une présentation de la ville de Rigaud et de la sucrerie de la montagne. À l'ère où plusieurs tentent de créer des environnements immersifs et réalistes, un visionnaire bien de chez nous a réussi cet exploit il y a de ça 40 ans. Son acharnement, non pas à reproduire une réalité, mais plutôt à préserver, enrichir et maintenir bien vivant tout un pan de notre histoire, nous permet, encore aujourd'hui, de nous projeter avec réalisme plus d'un siècle en arrière. Loin des imitations en carton-pâte, la sucrerie de la montagne nous transporte instantanément dans un environnement historique et patrimonial qui n'a rien de virtuel. Un véritable voyage dans le temps. Pierre Fauché, bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre rôle à la cabane à sucre? Mon rôle à la cabane à sucre, à la sucrerie de la montagne, c'est que je suis le fondateur. Ça fait presque 40 ans que je suis ici. Et puis, à partir d'une idéologie de préserver le patrimoine, j'ai construit la sucrerie de la montagne en utilisant des bâtiments patrimoniaux de la région, défaits et reconstruits ici. Quand on ressort d'une visite à la cabane à sucre, qu'est-ce qu'on a appris sur les traditions et notre patrimoine? Mais à la sucrerie de la montagne, ici, c'est le reflet des fins 1800, début 1900. On apprend à faire le sirop d'érable comme dans l'ancien temps, avec les chaudières, les feux de bois. On fait le pain sur le feu de bois. On a des chansonniers musiciens qui animent les repas. Et puis les menus traditionnels sont faits maison, comme les gens veulent bien goûter. Quelles sont les installations qu'il y a sur le site? Ici, on a des chalets pour passer des nuits dans la forêt d'érable. Des chalets qui sont des maisons de 200 ans qu'on a défaites, transportées, reconstruites. Des chalets en bois rond, un peu? Puis un chalet en bois rond aussi qui reflète l'époque des constructions de bois rond, des camps de bûcherons, avec un foyer, pierre des champs et tout ça. C'est vraiment confortable. Donc, la cabane à sucre, ça vient d'où? Ça a commencé comment? La sucrerie de la montagne, je l'ai acheté d'un monsieur Séguin qui faisait son sirop d'érable, un paysan de Rigaud. Et puis, avec le temps, j'ai commencé avec une cabane en plywood, puis il n'y avait pas d'eau courante. C'était vraiment basique comme endroit. On faisait seulement le sirop d'érable et servait quelques clients. Et puis là, je me suis ambitionné à vouloir préserver le patrimoine et à en faire un site de patrimoine où les gens peuvent venir se recueillir dans le vrai Québec profond. Dans le tourisme de Rigaud, la sucrerie La Montagne, elle s'inscrit où là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose d'important à Rigaud qu'il faut absolument voir? La sucrerie de la Montagne s'inscrit comme un site scié Canada dans tout le pays. Oui. C'est quand même gros. Bien, c'est quand même un produit qui est très reconnu à l'échelle internationale. On est reconnu dans le monde entier comme un site de tradition et puis un site à visiter parce que, après tout, la feuille d'érable, c'est l'emblème du pays. Et puis, si, disons qu'on fête les 150 ans du Canada, mais un érable à 150 ans, elle est juste mûre, elle est juste belle, c'est en pleine forme. Fait que c'est juste pour vous dire que oui,
Le Canada, c'est quasiment ça ici, le forêt d'érable. Vous avez parlé de l'échelle internationale, ça veut dire que vous avez des visiteurs de partout dans le monde. Oui. Principalement de où? Mais de l'Europe, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie, la Suisse principalement. Et ensuite, on a beaucoup de gens d'Australie, de Nouvelle-Zélande dans ce cas des couleurs. Et puis, on a des Asiatiques et on a aussi quelques Sud-Américains. Et aussi, dans le temps des couleurs, des groupes de Hawaï. Ouais. OK, fait que ça vient de loin. Ça vient de loin. Ouais. Puis pourquoi est-ce que ces visiteurs internationaux, ils choisissent vous comme place où aller? Bien, parce que ça fait depuis 1984 que je fais des salons internationaux avec Tourisme Canada, Tourisme Québec. Et puis, on se fait connaître à l'échelle internationale, justement, en participant à ces salons-là. OK. Vous avez un nouveau projet qui a ouvert l'année passée, je crois, la Bête sauvage. Oui, la Bête sauvage, c'est construit pour donner pour continuer dans la tradition des menus. Et puis, on sert le lièvre, on sert le faisan, les perdrix, on sert les wapitis, le bison, le cerf, tout ça pour donner un goût de l'époque où les gens faisaient la chasse. C'est ça, donc ces viandes-là sont apprêtées de façon traditionnelle, c'est ça? C'est ça, exactement. OK. Ouais. Parlez-moi un peu d'une journée typique à la sucrerie La Montagne. Le touriste arrive en autocar, il est accueilli avec des chevaux, traîneau en hiver et en charrette l'été. Et puis, on les invite on fait le feu de bois pour l'accueil. On les invite à visiter la cabane à sucre. On leur explique comment on fait le sirop d'érable. Un peu comme quand les gens vont dans des vignobles et puis qu'ils apprennent à faire le vin, même si c'est pas le temps des vendanges. Puis ensuite, on va dans la boulangerie où on fait le pain sur feu de bois, puis on raconte un peu la philosophie de l'entreprise, comment j'ai commencé. Et puis finalement, les gens viennent dans la salle à manger goûter à nos beaux produits maison. Vous avez une boulangerie, ça veut dire que votre pain est fait maison par un boulanger, c'est ça? Sur feu de bois, oui. Sur feu de bois. Fait que c'est vraiment à la façon qu'ils faisaient à l'époque. Avant. Ouais. OK. Ensuite, donc, après avoir mangé, est-ce qu'il y a d'autres activités qu'ils peuvent faire sur le site? Oui, après avoir mangé, les gens vont visiter le magasin général. Okay. Quel genre de produits est-ce qu'on peut s'attendre à avoir? Des produits d'érable, quelques souvenirs, quelques souvenirs canadiens. Et puis, ils viennent manger, ils viennent partir spécialement avec des produits d'érable. Okay. J'ai entendu dire aussi que vous aviez un camp de trappeurs. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de ça? Oui, c'est un camp de trappeurs, un camp de bûcherons, un camp... C'est comme un camp où les gens couchent à la façon doctoire. Combien de places environ avez-vous? Il y a 60 places. 60 places divisées en 4 places de 15. Pour que ça fasse un petit peu plus intime. Et puis, comme il y a là les toilettes, les douches, là, il y a toutes les facilités pour le confort des clients. Et puis, les clients qui l'utilisent, c'est des jeunes qui viennent faire des marches dans le bois, découvrir les forêts. Les clients de mariage qui veulent rester passer la nuit ici, revenir déjeuner, continuer la fête. Des clients qui viennent faire des team building, des entreprises, des adultes qui apprécient beaucoup revenir à l'enfance. Oui, je comprends. Ouais. Et puis, c'est un camp de bûcheron qui est construit tout en bois rond, qui est situé, qui est caché dans le bois, c'est juste à 5 minutes de marche. Là. Donc, de la sucrerie, est-ce qu'on a accès à des sentiers qui amènent à des belles places dans la montagne? On a accès à 20 km de sentiers dans la montagne. OK, fait que c'est pas rien, là, 20 km. Ouais, c'est des beaux sentiers qui donnent la vue sur la rivière des Outaouais ou qui donnent la vue sur le coin américain. C'est vraiment beau. L'attraction principale de la sucrerie, ça serait quoi? Pourquoi est-ce que les gens décident de venir vous voir? Quand toi, tu es arrivé ici, tu m'as dit, on a l'impression de vivre d'une autre époque. Puis c'est vrai, je veux dire. Oui, puis là, les gens arrivent ici, ils goûtent aux produits de l'autre époque. Et puis, c'est un voyage dans le temps. C'est pas seulement la cabane à sucre, c'est pas seulement la sucrerie, c'est un voyage dans le temps de folklore, de nourriture, d'atmosphère. L'énergie est belle.
Vous êtes rendu reconnu partout dans le monde. Je sais que quand vous avez commencé, vous aviez environ à peu près 300 visiteurs. Maintenant, vous êtes rendu à combien de visiteurs par année? Vous devez avoir Maintenant, on dépasse les 80 000 visiteurs par année. 80 000, fait que c'est quand même une grosse entreprise. C'est une belle entreprise, c'est une moyenne entreprise. Une moyenne, OK. Et puis, j'ai tout une équipe derrière moi qui assure le quotidien. Donc, c'est ça ma prochaine question. J'imagine que vous ne faites pas ça tout seul. Ça doit être quand même beaucoup d'organisation. Moi, bien, il y a l'équipe de comptabilité, c'est bien important, entre guillemets. Payer les taxes. Il y a l'équipe de communication, il y a l'équipe de réservation, il y a l'équipe pour faire les achats. Et comme de raison, mes cuisiniers, mes serveurs, laveurs de vaisselle, etc. Ça fait une belle grande équipe. Ouais. L'année prochaine, vous allez célébrer votre 40e année, je crois. 40e anniversaire au mois de février. Ce sera le cas exactement. Pour votre 50e, vous vous voyez où? Est-ce que vous voyez encore là? Est-ce que vous avez des projets pour le futur? Qu'est-ce que je veux ici? C'est vraiment conserver ce que j'ai fait, l'améliorer. De quelle façon est-ce que vous pourriez nous donner? L'améliorer, je sais pas, quel que soit l'entretien, OK. un entretien, une finesse d'entretien. Fait que tout ça afin vraiment d'offrir une expérience. Oui, puis améliorer certains différents menus, des activités que les gens souhaitent faire. Me mettre complètement à la disposition de la volonté du client. OK. C'est quelque chose de vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Ce que je trouve vraiment spécial, c'est que tout le monde du monde entier se sent bien dans la tradition. Parce que la tradition, c'est tellement basique. La table de bois, les bancs de bois, le menu partagé, des feux de bois. Ils se reconnaissent aussi dans la musique. C'est vraiment bien comme atmosphère. Mais c'est un retour aux sources. Je pense que c'est impossible d'être insensible à ça parce qu'on vient tous de là. Exactement. Après la pause, Marc-Anthony en apprend davantage sur Pierre Fauché, l'homme derrière l'entrepreneur. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale. Alors, on a parlé de la sucrerie. Maintenant, j'aimerais en savoir plus sur vous, Pierre Fauché. Alors, de toute évidence, vous êtes un businessman assez accompli. Vous avez une belle business, vous avez réussi. Mais pourquoi avoir choisi ce domaine-là? Ça vient d'où, votre amour pour la tradition? Bien, dans ma vie, j'ai rien choisi. Ma vie, j'ai juste suivi mon destin. Okay. J'ai rien choisi. Mais j'ai commencé... quand j'étais petit gars, on travaillait tout dans la construction avec mon père dans l'ouest de l'île de Montréal. Okay. Et puis mon père me parlait de l'importance de la garder le patrimoine québécois. D'où on venait, qui on est. C'était précieux notre langue française et tout ça. Avec raison, c'est quelque chose de vraiment c'est très précieux. Ça fait 400 ans qu'on parle français au Québec. Et puis là, moi, j'ai grandi là-dedans. Et puis, j'ai étudié en communication. J'ai pas gradué de l'université, là. J'ai juste fait étudier en communication avec les multinationales. Et puis, c'est mes premières interfaces avec le travail hors de la famille. C'est que je n'étais pas fou de ça. Les conversations, les gens parlaient de week-end, les gens parlaient de vacances, les gens parlaient de retraite, les gens parlaient de pas grand-chose, dans le fond. Puis j'avais l'impression qu'ils étaient en état d'attente, tout le monde. Alors moi, j'ai décidé de ne pas attendre et prendre ma retraite à 21 ans. Carrément. J'avais un fonds de retraite de 100 $. Et puis, okay. J'étais riche. Et puis, j'ai décidé de partir en 1967 vers l'Ouest canadien, travailler dans toutes les ressources naturelles canadiennes pour apprendre à connaître mon pays. Fait que j'ai travaillé dans les puits d'huile,
le forage de puits d'huile, dans les mines, dans l'exploitation forestière, dans le Britannique, des raffineries de pétrole dans les territoires du Nord-Ouest, dans l'industrie touristique à Banff, en Alberta. OK, fait que vous avez voyagé beaucoup. J'ai travaillé aussi à Vancouver. De Vancouver, j'ai trouvé un job comme marin sur un cargo norvégien qui m'a amené en Europe en passant par le Panama. Et j'ai trouvé la découverte de l'Europe, Paris, Marseille, Côte d'Azur, la Corse, l'Italie, l'Yougoslavie, la Grèce, l'Yougoslavie, l'Autriche, la Suisse. Tout le temps sur le pouce, vivant dans les auberges de jeunesse, des choses comme ça. Et puis j'ai travaillé à Zermatt, dans les Hautes-Alpes suisses, pendant 1 an, dans la révision des pistes de ski. Et par après, avec un copain suisse, on a traversé l'Afrique du nord au sud en sac à dos, tout le continent africain, en passant par le Sahara algérien, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la République centrafricaine, le Zaïre, l'Ouganda, Kenya, Tanzanie, Rhodésie, Botswana, Afrique du Sud. C'est des grands voyages, des grandes expéditions qui m'ont fait connaître le monde. Ça vous a pris combien de temps, ces voyages-là? Bien, j'ai voyagé pendant... Je suis revenu chez moi en novembre 1972. Ça fait 5 ans. Fait que c'était 5 ans de voyage partout à travers le monde. C'est ça, c'est ça. À la découverte du monde, à la découverte des traditions. Pour moi, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important de connaître plus que juste nos petites valeurs ici. T'sais. Alors, quand je suis revenu, j'ai trouvé un job en relations publiques. J'aimais pas ça. J'ai lâché. Et puis, quelques années plus tard, j'ai trouvé la sucrerie ici. Et puis, j'ai tombé en amour avec la forêt, j'ai tombé en amour avec comment faire le sirop d'érable. Et puis, la sucrerie de la montagne, c'est devenu mon grand voyage. C'est mon grand voyage. Ça fait 40 ans que je voyage avec la sucrerie de la montagne autour du monde et que je voyage aussi dans les traditions. Je voyage par respect là, pour le bois gris, par respect pour la pierre, par respect pour tout ce qu'on voit autour ici. C'est ça, c'est un grand voyage dans le temps. Maintenant, vous allez plus visiter les endroits, c'est les gens de ces endroits-là qui viennent vous visiter, c'est ça? C'est ça, mais moi, j'ai fait le tour, par après, quand j'ai commencé la sucrerie de montagne, j'ai fait le tour du monde, mais pas sur le pouce, ça, celui-ci, en avion, en faisant les communications internationales pour attirer les touristes ici. Alors, oui, je connais bien les gens qui viennent ici, je connais leur mentalité, je connais leur espace vital, puis ça donne la chance de mieux les accueillir aussi. Autre chose, si je n'avais pas eu voyagé, j'aurais peut-être pas eu la vision de créer la sucrerie de montagne. La vision, la patience. Parce qu'au tout début, la sucrerie de montagne, il n'y avait rien. J'étais comme le fou du village quand j'ai commencé. Les gens se sont dit, pourquoi lâcher une job en communication pour juste s'acheter un shack dans le bois? C'est ça. Ils ne comprenaient pas. Et puis le chemin Saint-Georges est en terre. Puis moi qui avais traversé l'Afrique, je me suis dit, mon Dieu, si je ne suis pas capable de gagner ma vie entre Montréal et Ottawa, dans une forêt d'érable, avec des puits d'eau de source, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Parce que des grands écrivains vont dire, tout a été dit, mais pas par moi. C'est ça. Puis moi, ma volonté de garder le patrimoine québécois vivant, c'est mon apport. Par exemple, tu vas dire comme Félix Leclerc, Gilles Vigneault, qui ont fait des chansons par rapport au patrimoine québécois. Mais moi, qui ne sais pas chanter... C'est votre façon à vous de les conserver. C'est votre façon à moi de porter fièrement le patrimoine de mon pays, de mes ancêtres. Mes ancêtres ont travaillé fort pour nous donner le beau pays qu'on a aujourd'hui. Bon, bien, parfait. Merci beaucoup, Pierre. Super histoire. Okay. Vaudreuil-Soulanges en spectacle. Une nouvelle série qui vous propose de découvrir une variété d'artistes talentueux de la région.
À ne pas manquer. Le 18 août dernier, dans le cadre des festivités de Fierté Canada Montréal 2017, le député de Vaudreuil-Soulanges, Peter Chifquet, a levé le drapeau arc-en-ciel sur les terrains de son bureau à Vaudreuil-Dorion. C'était la première fois que le drapeau de la Fierté était levé officiellement dans la région et M. Peter Chifquet était plus que fier d'être derrière cette initiative. Mais je trouve qu'il y a des gens qui pensent que les activités qui entourent de la Fierté passent seulement à Montréal, mais c'est pas le cas. Il y a les membres de la communauté LGBTQ à travers la province, à travers le pays. Et je voulais montrer que ici, à Vaudreuil-Soulanges, on est avec eux, on est en solidarité et on est là pour célébrer la communauté dans notre région de Vaudreuil-Soulanges. Et j'espère que je vais continuer de faire à l'année prochaine et les années à suivre. Oui. Est-ce que vous jugez justement que la diversité sexuelle, donc tout ce qui est la communauté LGBTQ+, est acceptée dans Vaudreuil-Soulanges? Est-ce que Vaudreuil-Soulanges est une région ouverte? Je vais dire la plupart des gens, oui, sauf que qu'est-ce que j'ai vu avec cet événement, c'est que j'ai reçu des messages qui n'étaient pas très positifs. Ah oui. C'était pas en grand nombre, par exemple, mais ça montre aussi qu'il reste encore des gens qui sont pas d'accord avec les réalités de la communauté LGBTQ dans notre région. Et c'est pour ça que c'est très important pour montrer qu'en 2017, il faut célébrer et être en solidarité avec la communauté. C'est ça qu'on est en train de faire avec nos activités autour de la Fierté. Cette levée du drapeau a été très bien reçue par la communauté vaudreuil-soulangeoise et surtout par la communauté LGBTQ2 de la région, qui étaient nombreux sur place. Nous avons entre autres rencontré Nicolas Lafontaine, ou Niki Lafontaine, un danseur de la région qui s'avère être homosexuel et qui nous a donné ses impressions sur l'événement. Je suis avec Nicolas Lafontaine, mieux connu sous le nom de Niki Lafontaine. Nicolas, on est avec toi aujourd'hui parce que tu es homosexuel. Yes, sir! Et c'est quand même spécial qu'on te parle de ça parce que, on dirait un rôle. T'sais, on dirait qu'on t'attribue une étiquette. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Bien, tu sais, c'est sûr, certain que dans la vie de tous les jours, je pense pas que ça paraît d'une fraction de seconde que je suis homosexuel. Souvent, moi, je dis souvent pour faire un petit peu la joke dans tout, juste quand je commence à parler, on découvre qu'en fin de compte, je suis homosexuel. Tu sais. Quand je parle pas et tout, je suis bien straight, j'ai pas d'émotion. Ouais. Mais je pense c'est une étiquette, mais en même temps, je pense que en même temps non. Là, tu sais. Fait que, je pense qu'on est homosexuel vraiment comme depuis qu'on est jeune, mais j'ai vraiment eu moi, de mon côté à moi, j'ai vraiment eu des blondes toute ma vie, jusqu'à 18 ans. Quand c'est à 18 ans, c'est là que j'ai un peu découvert que j'ai eu une peine d'amour, puis j'ai eu mon meilleur ami qui était gay, qui s'est pas ouvert à moi, mais qui me donnait de l'attention. Puis j'ai comme réalisé que je suis comme « Oh mon Dieu, attends, j'aime mieux avoir l'attention d'un gars que d'une fille. Ouais. » C'est quand même assez très drôle. Ouais. Mais pareil, même si j'avais des blondes, j'avais quand même un peu de l'attirance pour les garçons. Là. Fait que autant le côté plus sexuel était garçon, puis plus le côté que je veux être en couple avec une fille était là. Tu sais, comme le stéréotype avec une fille, des enfants, le chat et le chien, là. Ouais. Ça un petit peu, là. Fait que... Avant 1969, être homosexuel était considéré comme un acte criminel au Canada. Même qu'en 1975, lorsque le gouvernement de Robert Bourassa a adopté la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, l'orientation sexuelle n'était pas encore considérée comme un motif interdit de discrimination. C'est seulement 2 ans plus tard, avec le gouvernement René Lévesque, que ça a été ajouté. Tu sais, comme en 2011 puis en 2017, il a tellement changé, je pense, personnellement, parce qu'en 2011, je me rappelle que ça a pris du temps quand même de le dire à tout le monde. Je ne l'ai pas lancé sur les réseaux sociaux en disant je suis homosexuel et acceptez-moi. Et comparé à maintenant en 2017, où soit mon frère et leur génération, eux, ils ont 17 ans, ils sont vraiment ouverts. Mon frère il est fier, je peux dire le mot fier, il est fier de dire à ses amis « Ah, mais mon frère, il est gay, lui. Il n'y a pas de blonde, il aime les garçons. » Fait que ça, c'est vraiment cool comparé maintenant en 2017. C'est que l'ouverture est un peu plus là pour certains. Comparé en 2011, je pense, où on le disait OK, à maman, papa, à la famille, puis OK, on n'est pas de le dire aux voisins. Ouais. Je pense que maintenant, c'est ça. Mais justement, comment ça s'est passé quand tu as annoncé ça à ta famille? Est-ce que ça a été une réception? Non, vraiment pas. Non? En fait, le côté de ma mère, sa sœur, elle est lesbienne aussi. Alors, puis mes parents ils m'ont toujours dit « Ah, si jamais tu es homosexuel, dis-nous-le. »
Parce que, tu sais, oui, j'avais une blonde, mais tu sais, j'étais tout le contraire de garçon qui jouait au hockey, tu sais. Alors, les Barbies, la danse, le théâtre, etc. Mais c'était quand même assez intense pour mes parents quand je l'ai annoncé parce que j'ai commencé à danser professionnellement dans Montréal. Alors, j'ai comme dansé, j'avais eu un contrat dans un bar de gays, justement. OK. Et puis, ma mère avait dit, mon Dieu, ça te dérange pas de danser devant d'autres homosexuels? Puis là, j'ai dit, maman, il faut que j'annonce quelque chose. J'entre dans un bar, je sors, j'ai un chum qui était le directeur de ce concept de spectacle-là, et voilà. Tout en même temps, en passant. Tu sais, en passant, j'ai... Fait que... Ben, ça... C'était pas un choc, mes parents ils s'en doutaient quand même assez, puis j'ai vraiment eu la chance d'avoir des parents qui étaient ouverts là, de ce côté-là. Fait que... Ce que le plus commun des mortels ne comprend pas toujours, c'est le terme LGBTQ2 en soi. Commençons par la base. LGBT est un acronyme des mots lesbienne, gay, bisexuel et transsexuel et transgenre. La lettre Q, par exemple, est apparue très rapidement et est rendue pas mal omniprésente dans le sigle depuis quelques années. C'est pour le terme queer. Queer, c'est un mot anglais qui, à la base, veut dire bizarre et qui a été longtemps utilisé pour rire des personnes non hétéronormées, comme les homosexuels, bisexuels, transsexuels, etc. À la fin des années 80, la communauté LGBT, pour répondre à cette insulte, a décidé de l'assumer et même de se l'approprier. C'est ce qu'on appelle de l'appropriation du stigmate. Aujourd'hui, le mot queer fait donc référence à toute personne qui a une identification de genre et ou une orientation sexuelle différente des standards de la société. Tu as vécu, tu viens de la région ici, tu viens de Vaudreuil-Soulanges, tu as habité à Montréal longtemps. Est-ce que tu vois une différence dans l'acceptation des gens par rapport à ça? Ouais. Mais tu sais, en 2011, si on retourne en 2011 encore, moi je suis partie, comme quand j'ai annoncé un peu mon coming out, je suis partie directement à Montréal parce que je savais que c'était comme plus facile, personne me connaissait, personne me connaît à Montréal, tu sais, comparé à Vaudreuil, que bon, c'est un petit village, fait que tout le monde sait qui qu'on est. Je pense que juste que c'est plus facile à cause qu'il y a plein de genres à Montréal. T'sais, autant des gothiques, autant des personnes qui sont dans la rue, autant peu importe. Là, fait que je pense que c'est plus facile à Montréal à cause qu'on est plus on est plein de personnes comparé à Vaudreuil. Aujourd'hui, il y a eu la levée du drapeau de la fierté au bureau du député fédéral Peter Schiffke à Vaudreuil. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça, au fait que même dans Vaudreuil-Soulanges, il y a des célébrations pour la fierté? Je sens vraiment le fun, en fait, que Vaudreuil ouvre son esprit de ce côté-là, parce que je pense qu'en faisant ça, ça va donner plus de liberté aux personnes qui avaient peur de le dire, en sachant que c'est la fierté au même moment à Montréal, puis que Vaudreuil fête ça aussi. Moi, je lève le chapeau à la ville. Oui, puis d'un certain côté, ça va montrer un peu en montrant que les élus acceptent ça, qu'ils disent, nous autres, on prend la position de dire qu'on accepte, qu'on est heureux de les accueillir, ces personnes-là. Peut-être que les gens, ça va les faire réfléchir, ceux qui sont plus sceptiques. Ouais. Je pense que ça va plus faire réfléchir. Je pense l'ancienne génération, si je peux dire ça comme ça, les personnes qui sont un peu plus vieux, plus âgées, sont comme pas habituées de voir deux gars qui se tiennent la main dans une rue, comparé à la nouvelle génération. Ouais, qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Faut ouvrir les horizons, je pense. Comme ouvre les yeux, puis comme regarde que je suis autant une personne, puis je te mange pas, puis je suis pas comme un microbe, là, tu sais. Parce qu'au final, c'est de l'amour. Oui, c'est de l'amour, absolument. C'est pas négatif, mais le même sexe, là. Merci énormément, Nicolas, pour le temps que tu as pris avec nous, pour jaser de ça. C'est quand même très personnel comme sujet. Puis on te souhaite énormément de succès avec ta carrière de danseur. Merci, Téphine. Merci à vous. Merci.